Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Parce que oui, on est fin novembre et donc le challenge touche à sa fin. Et même si je n'ai pas lu toute ma pile à lire, j'ai bien travaillé. Parce que j'ai tout ça à vous présenter. Allez, c'est parti pour les avis. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Frankenstein à Bagdad de Ahmed Saadawi, qui a été une très très bonne lecture, qui aurait pu être un coup de cœur s'il n'y avait pas eu les quelques petits défauts entre gros guillemets que je vais vous expliquer. De quoi ça parle? C'est, comme son nom l'indique, une réécriture du mythe de Frankenstein, sauf que là on est à Bagdad, on est en 2005 et que la ville est secouée, frappée de beaucoup d'attentats terroristes. Et on commence à suivre quelques personnages d'une certaine rue, d'un certain quartier. Une petite dame, on pense que c'est un espèce de porte-bonheur parce que grâce à elle, la rue n'a pas encore été frappée par les bombes. On va suivre un chiffonnier qui est un peu détesté dans le quartier, il fait que picoler, il essaye d'acheter des meubles à des gens, sauf qu'on l'envoie un peu bouler et du coup il saoule un peu tout le monde. Un promoteur immobilier assez féroce qui souhaite racheter la maison de la vieille dame en question, etc. Donc voilà, on découvre un peu ces personnages et à un moment, on va découvrir que le chiffonnier Hadi, il récupère des bouts de corps et que les bouts de corps en fait pour leur donner une espèce de sépulture, c'est des bouts de corps qui sont là, on sait pas qui elles appartiennent parce que les bombes ça fait exploser malheureusement, et pour leur donner une espèce de fin un peu plus digne, il recoue ces bouts de corps en un seul et unique corps. Le problème c'est que cette espèce d'amas de chair va prendre vie et qu'il est hanté par la colère et les souvenirs des bouts d'âme en fait duquel il est composé, et il va essayer de se venger. Il y a donc plusieurs crimes non résolus qui vont être découverts à Bagdad et on va se demander mais qui fait ces crimes atroces? Et donc c'est le fameux Frankenstein, qu'on appelle Trucmuche ici. C'est un peu tout ce que je vais vous dire de l'intrigue qui ensuite évolue et prend de plus en plus de place, etc. Le début, vraiment, je pense que la première moitié du livre a été un petit coup de cœur. J'ai adoré cette réécriture moderne, j'ai adoré la fresque de personnages qu'on suivait, etc. On a beaucoup de personnalités différentes, on a forcément en arrière-plan les conflits civils, les conflits religieux, les conflits politiques qui vont gangréner la ville. Donc moi je suis pas du tout une experte de la situation géopolitique du début des années 2000 à Bagdad, mais on a quand même des petits axes de compréhension par rapport à tout ça, donc c'est vraiment très bien. Le petit point négatif, on va dire, que je peux trouver à ce livre, c'est que dans la deuxième partie, il y a énormément de longueur, dans le sens où les enjeux principaux, c'est bon, on les a, on a une espèce de pas de révélation, mais on a vu comment le récit allait évoluer, on voit dans quel sens ça va, et on suit le développement de beaucoup de personnages, etc. Mais c'est très long, et il y a un moment où presque Frankenstein vient en arrière-plan. C'est plus vraiment l'intrigue principale, mais c'est une espèce d'intrigue secondaire, et les personnages prennent de plus en plus le dessus sur le reste. Mais je voyais plus en fait où on allait ou pourquoi ça prenait autant de temps pour y aller. Donc j'ai ressenti quelques longueurs à la lecture de ce récit. C'était pas du tout quelque chose d'éliminatoire, j'ai pas eu du tout envie d'abandonner. Mais j'ai trouvé ça dommage parce que ça aurait pu être encore plus incisif, encore plus impactant. Peut-être qu'il me manquait des clés de compréhension pour comprendre pourquoi l'auteur a insisté sur tel personnage, pourquoi il a pris autant de temps, etc. C'est possible. Toujours est-il que si vous aimez les livres fantastiques et que vous avez envie de quelque chose qui a une sous-écriture un peu plus engagée, je vous le conseille, c'était vraiment une très chouette lecture. Il a eu le prix international du roman arabe et le grand prix de l'imaginaire. Et pour vous donner envie, je vous redis un peu ce que la quatrième de couverture notait, c'est que Ahmed Saadawi, entre réalité et contes fantastiques, superstitions magiques et croyances religieuses, dresse le portrait d'une ville où tout le monde a peur de l'inconnu et où la frontière entre le bien et le mal demeure toujours incertaine. Et justement, ça c'est très vrai, c'est pas un récit manichéen, et via la quête de vengeance en fait de Trucmuche, on ne sait plus où est la frontière entre le bien et le mal, qui est le gentil, qui est le méchant, jusqu'où s'arrêter pour la justice. Bref, c'est un très beau récit qui pose beaucoup de questions et que j'ai beaucoup aimé lire malgré quelques longueurs. La deuxième lecture que j'ai fait dans le cadre de ce challenge, écoutez, on reste dans la littérature arabe puisque j'ai lu Au vent mauvais de Kawther Adimi. Kawther Adimi, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour son livre Nos richesses,
Et donc maintenant j'ai envie de lire absolument toute sa bibliographie. Donc on continue sur notre lancée. Et avant de vous parler un peu plus de ce livre, petit conseil, ne lisez pas la 4e de couverture. Parce que j'ai lu la 4e de couverture avant de commencer ce roman. Et elle spoil beaucoup de choses qui arrivent au fur et à mesure et qui je pense sont censées être des petites révélations, mais la couverture, voilà, la 4e de couverture, le résumé, vous indique beaucoup de choses. Voilà, si ce que je vais vous en dire vous intéresse, allez-y ensuite les yeux fermés et ne vous laissez pas tenter par ça là, ne le lisez pas. Au vent mauvais, de quoi ça parle? En gros, on est dans un tout petit village en Algérie au début des années 1920 et tout commence avec 3 enfants, Tarek, Leila et Saïd. Ils sont très amis, ils jouent souvent ensemble, notamment Tarek et Saïd qui sont comme frères, ils sont pas frères de sang mais c'est tout comme. Ils vont grandir, prendre des chemins assez différents, notamment du coup Tarek et Saïd. Leila aussi va se marier, elle va quitter son mari, ah là là, quitter son mari à cette époque-là quand t'es une femme en Algérie c'est très mal vu. Une vieille femme un peu la guérisseuse, la sage-femme etc. du village va appuyer la demande de la jeune fille et elle va réussir tant bien que mal à quitter son mari parce qu'en fait il l'a frappée, donc les hommes du village vont beaucoup la juger mais on va quand même l'autoriser à quitter son mari. Et en fait Tarek il a toujours été amoureux de Leila, il ose pas vraiment lui parler parce qu'elle est belle, lui c'est... entre guillemets il a pas grand chose quoi, il a pas d'éducation, il travaille, il aide sa famille etc mais il est encore jeune, il va oser la demander en mariage. Elle va dire oui. Il va devoir partir en France pour trouver du travail, pour faire vivre sa famille. Il va faire la Seconde Guerre mondiale, etc. Et en fait, il y a tout un récit de la vie en fait de ces 3 personnages. C'est pas exactement comme ça que commence le récit, c'est-à-dire que le premier chapitre ne parle pas de ça, mais j'ai pas envie de vous dire de quoi ça parle. Vous allez découvrir par vous-même parce que c'est une part de récit que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais sachez qu'il y a un peu plus à ce que je viens de vous raconter. Est-ce que ça donne pas envie tout ça? C'était une très bonne lecture. Ça aurait été, je pense, une encore meilleure lecture si justement j'avais pas lu le résumé avant, mais bon, tant pis pour moi, je pouvais pas savoir. La plume de Kawthar Azimi, on adore, toujours aussi immersive, toujours aussi engageante. Elle décrit à la fois le quotidien des hommes, des femmes de cette époque, à travers une histoire qui va être assez palpitante, quoi, parce qu'on a cette relation entre Leila et Tarek, comment ils vont s'en sortir. On suit principalement Tarek, qui est un homme qui pense beaucoup aux autres, qui a du mal à s'imposer en fait, qui a du mal à parler, à s'exprimer. C'est un homme très réservé, très discret, très en retrait, mais qui a une force de volonté, une force du devoir, du dévouement, du sacrifice qui est très puissante. Donc c'est un personnage masculin qui est assez tiraillé et du coup on adore le suivre et en même temps c'est un personnage qui est très complexe, on va dire, à suivre en fait en tant que lecteur, mais on aime cette complexité-là. À travers ce texte, du coup, je vous ai dit, c'est très engagé, on va parler de la condition des femmes, on va parler du traitement des soldats algériens dans l'armée française, et le fait qu'on ait dit « Ah oui, bien sûr vous êtes français, venez vous battre pour nous, bien sûr que vous êtes français !» Parce qu'on avait besoin d'hommes, et qu'une fois la guerre finie, une fois la guerre gagnée, les soldats n'ont eu aucune reconnaissance, n'ont eu aucun respect, que ça soit de la part du peuple ou des dirigeants français. Donc ça dénonce beaucoup de choses. Il y a aussi une part de l'intrigue, donc celle que je veux pas vous révéler, qui parle beaucoup de mémoire, d'identité, d'histoire, qui est très intéressante et surtout, alors chose que je n'aurais pas du tout prévue, qui fait écho à un espèce de scandale actuel par rapport au prix Goncourt là de cette année. Si vous avez suivi, vous allez du coup un peu deviner de quoi je parle, mais c'est très portrait, presque très portrait, le même type de scandale, et je trouve ça fou qu'au moment où je vous en parle, ça fasse écho comme ça. C'est pas forcément des choses qu'on aime retrouver dans l'actualité, ce ne sont pas des choses positives. Mais écoutez, ça prouve que la littérature a beau être fictionnelle, et même si elle s'appuie sur des faits réels, elle peut toujours anticiper des choses qui se passent dans notre réalité. C'est un détail, c'est une parenthèse, mais j'ai trouvé ça assez fou, donc si vous lisez le livre, vous allez voir de quoi je parle. Toujours est-il que c'est pas... entre nos richesses et ici, on n'est pas sur le même type de coup de cœur, mais j'ai adoré la plume de Kawthar Azimi. On est sur un texte qui est plus personnel, beaucoup moins léger, encore plus engagé que nos richesses, et qui est vraiment dans l'introspection, dans le développement de personnages, dans les relations humaines, dans les relations aux autres, dans les relations à soi,
dans les relations à sa patrie. Voilà, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées et ça me conforte dans l'attrait et l'amour que j'ai pour l'instant pour les livres de cette autrice. Donc on va continuer à la découvrir. Vous allez la revoir passer sur la chaîne. Le prochain livre, ah là là, je sens déjà que ça va être compliqué. Vous allez entendre, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, je ne sais pas vraiment comment dire, comment trouver les mots justes. Plein de fois, je pense, dans cet avis. Si vous avez lu ce livre, vous saurez pourquoi. Vous saurez, en fait, le sentiment qu'on a après l'avoir refermé, qui est... C'était magnifique. Je vais avoir beaucoup de difficultés à en parler. Ce livre, c'est La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Alors, déjà, magnifique édition, publiée chez Sonatine. C'est pas une maison d'édition chez laquelle j'ai l'habitude d'acheter, mais là, il faut rendre à César ce qui est à César. Le livre est sublime. De quoi ça parle ? Ce livre, c'est vraiment toute une aventure. On découvre les premières pages avec 3 petits chapitres qui font 1 à 2 pages, 3 pages maximum. On découvre un pirate et une jeune fille dans une cave, on découvre des étoiles et des chemins, on découvre le fils d'une voyante. Donc ça donne un peu le ton, on a l'impression qu'on va être sur quelque chose de l'ordre du conte, mais du conte un peu étrange, un peu limbiratique, et ça se confirme. Parce qu'ensuite, on découvre Zachary. Zachary, c'est un étudiant qui écrit un mémoire ou une thèse, je sais plus, sur les jeux vidéo, l'impact des choix, de la narration des jeux vidéo dans la vie. Donc déjà, si vous aimez bien les jeux vidéo, il y a plein de références qui sont très agréables, genre moi j'ai adoré quand il faisait des petites refs à des jeux vidéo que je connaissais ou auxquels j'ai joué. Et donc Zachary, c'est un étudiant somme toute classique qui en plus des jeux vidéo aime beaucoup la lecture et la littérature. Il va souvent à la bibliothèque pour emprunter des livres, et un jour il va dans un rayon assez peu fréquenté, on va dire, de son université. Il regarde un livre au passage, il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'auteur, il n'y a rien marqué sur cette couverture en cuir assez ancienne. Et il feuillette les pages et il se rend compte qu'il y a un chapitre qui parle de lui. Ce chapitre, en fait, ça parle d'un enfant qui, en partant à l'école le matin, passe par une ruelle. Dans la ruelle, il y a une porte dessinée. Une porte dessinée, donc à la peinture blanche. Et en fait, cet enfant, il a l'impression qu'il peut l'ouvrir, alors que c'est qu'un dessin, c'est un espèce de graphe sur un mur en briques, ça n'a aucune matérialité. Mais il y a un truc qui l'attire. Il y a aussi un truc qui fait qu'il n'ouvre pas cette porte, et il continue son chemin. Il n'ouvre pas cette porte pour l'instant. C'est ça que raconte cette histoire. Et en fait, Zachary, c'est cet enfant-là. C'est lui qui, il y a des années, n'a pas ouvert cette fameuse porte. Donc c'est fou, c'est comme si là vous baladiez en librairie et que vous trouviez un livre qui parle d'un moment de votre enfance qui a été majeur, marquant ou qui aurait pu être déterminant si vous aviez pris telle ou telle décision. Donc évidemment, il est profondément troublé par ça. Il continue un peu sa petite vie, mais difficile quoi, de pas se poser plus de questions, et il va décider d'enquêter. En fait, il va trouver quelques indices qui vont le mener à New York, et il va décider d'enquêter sur ce fameux livre. D'où il sort? Pourquoi? Est-ce que ça raconte quelque chose qu'il a vécu intimement? Et ça, c'est vraiment le tout début de l'intrigue, et ce livre fait plus de 600 pages en grand format. Donc, Dieu sait qu'il s'en passe des choses. Et toutes ces choses, je ne peux que difficilement vous en parler parce que 1, j'aurais beaucoup de mal à trouver les mots justes, et 2, bah, c'est à vous en fait de faire votre propre expérience du livre. Mais ça a été une magnifique aventure. Je n'ai pas vu les 600 pages passer, j'avais vraiment envie d'y retourner, alors que c'est un texte qui est assez lent, qui est assez contemplatif à des instants, parce que on découvre en fait des mondes imaginaires. On découvre la mer sans étoiles, du moins on est en recherche de cette mer sans étoiles. On va découvrir des cités perdues, des histoires dans des histoires dans des histoires. Il y a beaucoup de choses en fait dans ce texte, mais moi je l'ai vraiment perçu comme une ode à l'imagination. C'est vraiment une lettre d'amour aux histoires, à la fiction, et ça se voit qu'en fait l'autrice s'est amusée à laisser vagabonder absolument toutes les idées les plus farfelues dans sa tête. On parle en fait de choses qui sont très profondes, il y a des vrais enjeux en fait dans ce texte, et en même temps on a ce côté conte enfantin qu'on retrouve justement avec les histoires qui font rêver. C'est vraiment un roman qui se dit mais les histoires qui font rêver, à quoi ça ressemble? Si maintenant même en tant qu'adulte on laissait vagabonder notre imagination, à quoi ça ressemblerait si notre vie était une histoire au sens fictionnel? Quel impact ont les choix qu'on fait, jusqu'où en fait va notre histoire? Bref, ça parle de plein de choses comme ça. Il y a plein de personnages secondaires qui vont
interagir avec Zacharie durant sa quête, mais je vous laisse les découvrir. Et c'est vraiment tout ce que je peux vous dire de cette histoire. J'ai vu passer d'énormes coups de cœur sur d'autres chaînes et maintenant je comprends pourquoi. C'était vraiment un livre comme on en fait peu. J'ai un peu le même sentiment que quand j'ai fini Piranèse de Susanna Clarke. C'est-à-dire qu'on le referme et on se dit bah j'ai jamais lu rien de tel et je ne pense pas que je lirai quelque chose comme ça après. Donc si vous avez aimé Piranèse, en tout cas le sentiment que ça vous a donné, c'est-à-dire au début on est dans quelque chose de très imaginatif, qui nous perd un peu, et même si on continue à ne pas trop savoir où on a des clés, et ensuite des clés, ensuite des clés, on est exactement comme Zacharie en fait. Au fur et à mesure on va être aussi perdu que lui, et en même temps trouver des réponses, mais à chaque réponse il y a encore plus de questions, et c'est très bien fait. On a, on a des réponses de manière progressive, ce qui fait qu'on n'a pas envie d'abandonner non plus parce qu'on est totalement perdu. Et elle nous dit presque rien. On a un vrai dénouement, on a un magnifique dénouement, on a de la représentation, enfin c'est un magnifique livre. Je vais suivre l'autrice avec énormément de plaisir parce que si elle est capable de nous pondre une histoire comme ça avec autant de détails, de pureté, de beauté et d'ingénuité en fait, je pense qu'elle est capable de nous pondre de belles pépites à l'avenir, mais ça fait, en fait, je sais pas, ça fait juste plaisir de lire un livre pour adultes aussi bien écrit, aussi bien fait, qui nous apporte en fait les mêmes sensations que les histoires de quand on était enfant, les contes. J'ai l'impression de lire Alice au Pays des Merveilles, j'ai l'impression de lire Cœur d'encre, enfin bref, ça fait écho en fait à cette espèce d'amour pour les histoires qu'on a enfant, et ça nous le rappelle en fait, avec une très belle histoire, de très beaux personnages, donc je ne peux que vous conseiller ce livre si vous êtes un adepte de ces histoires qui vous laissent un peu perplexe pendant plusieurs centaines de pages avant de vous donner des réponses, mais qui vous portent en fait, et il faut se laisser porter. Ah là 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 là, je vois le quatrième livre de la pile que j'ai à côté de moi, et ça va être un peu le même type d'avis que celui juste avant, c'est-à-dire que j'ai adoré, mais ça va être difficile d'en parler, parce que j'ai lu Diamant de Vincent Tassi. C'est la première fois que je lis Vincent Tassi, auteur français qu'on aime ou qu'on déteste par rapport à sa plume. Eh bien sachez que moi j'ai beaucoup aimé, ça l'a tout à fait fait. C'était pareil, c'était une aventure. Hein. On est donc là sur une édition Mnemos, en grand format ça fait un peu plus de 350 pages, écrit assez petit, et ça nous embarque dans quelque chose de totalement unique. C'est un récit qui parle d'ange et donc qui a une espèce d'apparence lumineuse, mais qui est en fait très très sombre. On découvre donc la cité d'Eutrange, qui est une cité fantasy très particulière. Il y a beaucoup de volupté, de roses, d'or, on est sur quelque chose de très féerique, mais on sent qu'il y a quelque chose d'un peu plus noir en fait, en sous-ton. On le devine assez rapidement parce que, en fait, la reine comprend que Lorelai va arriver chez eux, il va les bénir. On pense en tout cas qu'il va les bénir, parce qu'on dit que Lorelai signifie les diamants, l'abondance, la lumière, etc. Donc toute la cité va accueillir cette Aurélie très étrange qui arrive, et en même temps, au moment où il arrive, c'est pas un sentiment de joie qui remplit le cœur des spectateurs. On a l'impression que il absorbe la lumière, qu'il l'illumine tellement en fait aussi que les ombres deviennent encore plus marquées. Je sais pas si ça fait sens. C'est vraiment très étrange en fait comment c'est raconté, donc c'est assez dur d'en faire un résumé concis et précis. Toujours est-il qu'il ramène cette Aurélie et qu'en fait, au lieu de l'abondance attendue, il y a beaucoup de choses qui vont s'abattre sur la cité. Il y a des conflits géopolitiques, il y a des conflits personnels, il y a de la folie, il y a de la perte de sens, il y a du courage, il y a beaucoup de choses en fait qui vont être marquées par l'arrivée de cet Angélé, parce que même lui il ne sait pas pourquoi il est là. Quand la nuit tombe, il est dans un désarroi absolu parce qu'il ne sait pas comment faire face à cette absence de lumière, et donc il plonge en fait toute la cité avec lui dans ce désarroi, dans cette espèce de folie, d'abandon total, et on suit les personnages qui vont être impactés par cette arrivée. Alors je me souviens plus exactement des noms, mais on a donc la reine, on a ses deux filles, on a un homme qui a son espèce de devin, il lit l'avenir à travers les fleurs.
On a Mauron surtout qui va être un personnage majeur parce que c'est le jardinier, il a un puissant don, donc il peut créer des fleurs avec ses mains, et lui va participer à un concours pour devenir le laquais de Lorelai. Donc voilà, c'est à peu près tous les personnages qu'on va suivre. On est à Eutrange, mais on va aussi découvrir certaines des cités alentours. Donc c'est vraiment un monde de fantasy assez complet, avec de la magie, avec un monde spirituel très très fort, que je vous laisse découvrir. Mais le livre est absolument magnifique parce que il détourne cette figure un peu de la prophétie tant attendue, de l'abondance immédiate, etc. Et qui en fait met en avant l'idée de oui, mais à quel prix? Si vous avez ça, à quel prix? Avoir Lorelai, mais à quel prix? Tout a un prix en fait. Et les personnages, ça va vraiment guider, qu'ils le sachent ou non, leurs actions, parce que tout le monde va obtenir quelque chose et en échange va devoir donner quelque chose, et que ça vaut plus ou moins le coup, les sacrifices sont plus ou moins importants. Enfin, c'est un récit qui est très fort, c'est assez difficile d'en parler, mais par exemple dans la 4ème de couverture, de nouveau c'est assez bien résumé. On dit que le résultat est à la hauteur du talent de cet écrivain singulier, sombre et lumineux, doux et violent, androgyne et sexué. Diamant est une œuvre gothique comme moderne, portée par l'une des voix les plus envoûtantes du genre. Et c'est vrai que c'est très envoûtant. On a l'atmosphère, on a les personnages. Quand ils disent que c'est androgyne et sexué, c'est que on a des personnages qui ne sont pas forcément genrés. On a beaucoup de mise en avant de l'homosexualité, de la fluidité des genres, de la fluidité des sexualités. Mais ce n'est pas pour autant un sujet, hein. Donc c'est pour ça que c'est un roman qui est moderne, c'est-à-dire que c'est juste là, et c'est normal que ça soit là. Je le précise quand même parce que c'est pas non plus le plus courant, mais la fantaisie moderne va de plus en plus dans ce sens, donc ça c'est très positif. On est donc sur un récit fantastique, fantasy, porté par une plume très très belle, avec un univers et des personnages très riches, très construits, et un travail sur la langue qui est vraiment magnifique. Si vous êtes adepte de SFFF mais que vous déplorez parfois, c'est pas la pauvreté de la langue, mais parfois la simplicité de la langue, que vous avez envie de mettre en avant un livre à tous ceux qui un peu dénigrent la SFFF comme un sous-genre parce que mais ce n'est pas à la hauteur de la plume de la littérature russe ou de la littérature française de l'époque. Ça, vous pouvez montrer ce livre à ces gens-là. Parce que la plume et le travail sur la plume, sur les mots, sur le rythme, est magnifique. On sent qu'il y a un vrai travail littéraire en plus du travail fictionnel, juste du fait de conter une histoire. On sent qu'en plus, Vincent Tassi est un amoureux des mots, est un amoureux de la langue française, et c'est absolument magnifique. Donc j'ai envie de découvrir maintenant d'autres livres de cet auteur. Et c'est un peu pareil que pour La mer sans étoiles, si vous aimez les récits très originaux, qui ne vous prennent pas forcément par la main pour le comprendre, qui ont des forts enjeux et qui en même temps prennent le temps d'aborder les personnages, d'aborder les enjeux, les univers avec un petit côté contemplatif parfois. Si vous aimez ces récits-là, ça va vous plaire. Mais il faut aimer les récits un peu lents, un peu sombres, c'est un peu languissant. Ouais. Mais ça fait écho en fait au sentiment et cette langueur en fait que les personnages vont ressentir après l'arrivée de Lorelai. Donc on se met un peu dans le même mood qu'eux, on se fait porter. Parfois un peu contre notre gré, parfois avec... C'est vraiment très particulier comme récit. Si vous l'avez lu, voilà, pareil, vous savez de quoi je parle et peut-être en commentaire vous le direz avec de meilleurs mots que moi, toujours sans spoiler, mais c'est vraiment particulier, mais dans le bon sens du terme. C'est original et en même temps c'est magnifique, il y a une très belle histoire, il y a une plume sublime, il y a de beaux messages. Et rien n'est manichéen, donc en fait comme les histoires qu'on aime bien, quoi. Il y a pas le bien, il n'y a pas le mal, il y a un côté un peu tragique dans ce côté prophétie, dans ce côté les choses doivent arriver parce que, et si vous aimez la tragédie avec une très belle plume dans un bel univers fantastique, de fantasy, je vous conseille. C'était très 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 bien. J'ai ensuite lu aussi Des racines blondes de Bernardine Evaristo. Alors je vous en ai parlé brièvement, je crois, dans le Media Freak Out Book Tag, mais c'était un récit très sympathique parce que très engagé, qui a un peu pêché dans le rythme de la narration, on va dire. Des racines blondes part d'un postulat très simple, c'est « Et si l'Afrique avait conquis le monde ? Et si les maîtres étaient devenus les esclaves ?» Donc on est sur un récit en fait uchronique, une dystopie uchronique, où elle se pose les questions de « Et si c'était des navires de noirs africains
qui étaient arrivés par exemple en Angleterre, en Écosse, en Irlande, qu'ils avaient kidnappé les jeunes filles, etc., qu'ils les avaient ramenées dans leur pays et que c'était devenu des esclaves. Donc forcément c'est très dérangeant comme mise en perspective, et en même temps c'est très intelligent parce que ça permet de remettre en question beaucoup de choses par rapport aux atrocités de l'esclavage, notamment de l'esclavage des Noirs. Et donc on va suivre l'histoire de Doris, qui est une jeune fille qui a été réduite en esclavage par le chef Kaga Konata Katamba Ier. Les initiales ça fait KKK par rapport au Ku Klux Klan, donc voilà, pareil, mise en abîme par rapport à la réalité. Et elle va essayer de s'échapper. Elle va essayer de s'échapper. Grand mal lui fasse, hein, parce qu'elle va être rattrapée et qu'ensuite elle va être envoyée dans les champs, alors qu'avant elle était un peu esclave domestique dans une maison, et qu'elle va donc découvrir la culture des esclaves, donc elle va renouer avec ses racines blondes à elle. Il y a tout un chapitre plutôt vers la fin où on va suivre le fameux chef africain, parce que là-bas ça s'appelle Africa avec un K-A à la fin. Donc le chef africain, où il dit mais de toute façon c'est pas des humains, c'est des bêtes, ils n'ont pas le même intellect que nous, regardez leurs cheveux, la couleur de leur peau, bref. Donc exactement les mêmes arguments qui étaient utilisés par la science à l'époque pour dire regardez les noirs ont des cerveaux plus petits que les nôtres, ce qui était absolument faux, pour justifier en fait l'esclavage. Et donc elle détourne la réalité pour dénoncer tous les mécanismes de domination, de violence qui étaient mis en œuvre à l'époque. La violence que c'était pour les esclaves d'être retirés comme ça de leur patrie, de leur terre, de leur famille, cette bataille pour réussir à rester soi, à pas se perdre dans tout ça. On changeait les noms parce que voilà, Doris, on dit ton nom il est difficile à prononcer, donc on change les noms, on t'enlève tout, on t'enlève ta culture, on t'enlève ton nom, on t'enlève ta famille. Comment tu fais ensuite pour résister derrière tout ça? Donc ensuite il y a cette histoire là. Ça pour le coup c'est ce que j'ai c'est pas le moins aimé, mais le récit était très long, vers la fin, lent, et après, on va dire, le premier choc, en fait, des premières pages, etc., il y a donc la fin d'une partie du récit de Doris que j'ai trouvé assez long, donc un peu moins prenant, en termes de narration pure, de rebondissement. Je me lassais un peu, en fait, de ce qui se passait. Et ensuite, il y a par contre le point de vue du chef qui a ramené quelque chose en plus au récit. Mais en tout cas, même si c'est pas le récit, on va dire, le plus haletant, c'est pas l'histoire, vraiment l'histoire au sens pur la plus haletante, c'est un livre qui est nécessaire. Je savais même pas que ça parlait de ça quand je l'avais acheté. C'est juste que j'avais bien aimé Filles, femmes, autres de la même autrice et que je m'étais dit je vais découvrir ses autres romans. Mais sachez que ce livre existe, sachez que si vous avez envie de compléter un peu votre culture littéraire autour de la question de l'esclavage, autour de la question raciale, il y a ce livre qui existe et qui est une fable chronique et qui renverse la situation. Très bon livre d'utilité publique, même si quelques longueurs, ça vaut le coup de le lire et surtout après d'en parler. Je pense que c'est un très bon livre pour un book club par exemple parce que ça peut amener à beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges très bénéfiques. Et enfin, dernière lecture de ce Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, qui est une autrice française. Alors ce livre-là aussi, je n'ai vu que des coups de cœur dessus. Donc j'avais hâte de le découvrir, en même temps je me demandais de quoi ça pouvait bien parler. Et c'est un récit très étrange. On découvre en fait cette histoire avec quelqu'un qui nous parle parce qu'il pleut dehors. On est à Nice, on comprend qu'on est un espèce de touriste et qu'on s'est réfugié dans un salon de thé et quelqu'un nous parle. Il nous parle de la propriétaire de ce salon de thé et de son histoire. Et donc on va plonger dans ce passé-là, dans les montagnes environnant Nice, où les villages gardent encore des secrets. On dit même que certains sont maudits. Tout commence avec une naissance, ou plutôt 2 naissances, parce que le berger et sa femme vont avoir 2 filles, et lors de la naissance, la sage-femme qui vient aider la mère, elle donne naissance à un bébé. Le premier, il est sorti vraiment tout seul, vraiment il a fait ploup, c'est un bébé parfait. Et le deuxième, c'est un bébé très étrange. Le premier bébé va donc s'appeler Félicité, le deuxième bébé va s'appeler Agonie. Agonie, en fait, dès qu'elle parle, il y a des papillons qui sortent de sa bouche, tout pourri, tout meurt autour d'elle, etc. Et donc les 2 jumelles vont grandir de manière très particulière parce que Félicité va être adorée par sa mère et Agonie va être détestée par sa mère. On ne sait pas encore trop ce qui va se passer,
Tout ce qu'on découvre, c'est que Félicité, c'est elle qui tient le salon de thé, que le salon de thé, en fait, c'est un salon de thé pour les fantômes. Elle prépare des thés spécifiques pour faire parler les fantômes. Elle n'a plus de nouvelles de sa sœur depuis très très longtemps, maintenant elles sont à l'âge adulte, elles ont plus de 40 ans je crois. Et un jour, elle va recevoir un coup de fil de sa mère qui habite toujours dans le village en haut des montagnes, et le coup de fil va être très alarmant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose, et Félicité va essayer de découvrir le pourquoi du comment, et elle va devoir un peu contre son gré, refaire appel à Agonie. Et donc les jumelles vont se retrouver pour découvrir les secrets de leur histoire, les secrets de leur passé. C'est un texte qui est très agréable parce qu'on est dans un roman un peu fantastique, fantasy qui se passe en France déjà, donc à Nice, dans les environnements de Nice. On a une très belle narration qui a plusieurs temporalités, donc c'est très dynamique, on a des chapitres assez courts parfois, on a beaucoup de mystères, on a une quête de vérité en fait qu'on a envie de mener avec Félicité et sa sœur. C'est des personnages qui sont vraiment atypiques, qui sont très attachants parce que elles ont énormément de défauts. Malgré leurs espèces de dons, c'est-à-dire parler aux fantômes, préparer l'été, ou cette espèce de magie inhérente qu'Agonie semble avoir, malgré leurs dons, on n'est pas du tout dans ce côté féerique. On est dans quelque chose qui est plus à double tranchant, c'est-à-dire don, mais aussi peut-être fardeau. Et elles ont beaucoup de défauts en tant que femmes, elles n'arrivent pas à communiquer, et en même temps, elles s'aiment. On sent qu'il y a toujours de l'amour en elles, et cette quête de vérité va les amener à des choses de plus en plus étranges. On va aller dans des cimetières, on va aller parler à des fantômes, on va verser du thé, on va apprendre les herbes, enfin, il y a beaucoup de choses dans ce roman. C'est pas aussi étrange et labyrinthique que peuvent l'être Diamant ou La mer sans étoiles. On est dans quelque chose quand même de plus, un tout petit peu plus terre à terre, plus léger, mais avec le côté fantastique. Et je comprends pourquoi cette histoire a autant plu. Je comprends aussi pourquoi elle peut déplaire, parce qu'on part un peu dans tous les sens. On est sur quelque chose d'assez onirique finalement, donc si on n'apprécie pas ça, je comprends que ça puisse déplaire en termes de narration, puis ça prend du temps aussi, le dénouement de l'histoire, etc. Je comprends, mais je comprends aussi que ça puisse être autant un coup de cœur parce que une fois qu'on est pris dans l'histoire, une fois qu'on est embarqué, ça coule. Vraiment, ça coule comme de l'eau de source. On est sur une très belle histoire de quête de vérité, d'identité, de peur aussi, peur de la mort, peur de la vieillesse, vivre de multiples vies, faire des choix, élever des enfants... apprendre à pardonner, apprendre à accepter. Il y a en fait de très belles relations qui se développent, que ce soit en fait en apprenant le passé de la mère, que ce soit avec le destin des deux sœurs. On est vraiment sur en fait une histoire familiale. Mais c'est une histoire familiale qui est un peu twistée avec l'imagination de l'autrice. C'est-à-dire que plutôt que d'être sur une simple « Oh, j'ai trouvé une carte postale bizarre dans une boîte en fouillant les affaires de ma mère », qui est une histoire assez classique en fait. On découvre des fragments en fait de vie d'un ancêtre et après on va fouiller. Bah là en fait c'est ça, hein, clairement, très simplement c'est ça l'histoire, mais avec le côté fantasy fantastique que moi en tout cas j'affectionne beaucoup, qui donne au récit quelque chose de parfois drôle, parfois plus sombre, avec aussi une exploration des thèmes comme la sorcière, la devin du village, celle qui savait les choses, la sage-femme qui peut-être avec les herbes médicinales faisait un peu de sorcellerie. Il y a ce petit côté, en fait, ambiance de petit village où les mythes, les croyances, les peurs sont vraiment ancrées, sont vraiment très tenaces. Je sais pas, c'est comme la bête du Gévaudan, où à l'époque les grand-mères quand elles rentraient chez elles, elles regardaient quand même derrière leur épaule s'il n'y avait pas la bête et tout. Mais là c'est un peu dans ce genre d'atmosphère, on va dire. On est sur quelque chose de très mystérieux, sans pour autant être sombre ni léger. C'est juste, c'est mystérieux, c'est flottant. C'est possible, on se dit ouais, bah pourquoi pas en fait. Pourquoi pas le délier les langues avec du thé? Pourquoi pas impacter certains destins avec les noms? Pourquoi pas avoir des âmes qui rejoignent des corps? Enfin, il y a quelque chose en fait de la spiritualité, du monde de la sorcellerie au sens assez quotidien du terme qui rend en fait tout ça possible. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, ça a fonctionné pour moi, j'ai passé un très bon moment avec ce livre et j'ai beaucoup envie de lire l'autre roman de l'autrice, donc son premier qui s'appelle Dernier jour d'un monde oublié je crois, qui était sorti en poche. Donc sa plume, son univers, sa manière de raconter les histoires a été un véritable succès pour moi. Donc je vais me pencher sur ce qu'elle a fait d'autre et si vous l'avez lu, Dernier jour d'un monde oublié, que ça vaut le coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, c'en est tout pour ce bilan du Pumpkin Autumn Challenge.
On est sur 6 livres, sur je sais plus combien hein, j'en avais prévu à la base, mais on n'est pas très strict sur les pales non plus. Vous avez bien vu dans les petits points lecture, j'ai lu des petits trucs à droite à gauche en plus. Mais maintenant que je fais le point lecture, je me rends compte qu'on était quand même sur des vibes très SFFF, onirique, étrange, labyrinthique. Vous voyez que sur les 6, il y en a 3 qui étaient un peu dans la même vibe. Et littérature arabe. En vrai, c'est un peu mes ambiances du moment, en tout cas ce que j'ai envie de lire, donc ça colle pile poil avec mon mood actuel en fait. Je vous attends en commentaire pour discuter si vous avez lu ces livres et que si, voilà, peut-être que nos avis se rejoignent, peut-être que nos avis diffèrent, en tout cas venez en discuter en commentaire. Et puis voilà, il est temps de clôturer le Pumpkin Autumn Challenge pour cette année et j'ai hâte déjà d'être l'année prochaine. Je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais plein de bisous et à plus. Bye!